Bonsoir chers téléspectateurs, chers internautes. Merci de votre fidélité, merci de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Il s'agit donc d'un prof de philosophie qui s'appelle M. Goudiaby. M. Goudiaby, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Goudiaby, vous êtes dans les locaux de la TMS TV et nous sommes à quelques jours donc des examens des anticipés philosophiques. Donc j'aimerais que vous nous parliez un peu du domaine E, comme ça nos internautes vont pouvoir un peu comprendre ce qu'est le domaine E. Merci beaucoup, Monsieur Sambre. Ça a été un plaisir pour moi de venir répondre à votre invitation. Puisque actuellement nous sommes dans une période de révision. Et après tout ce temps passé avec les élèves, donc vous n'êtes pas sans savoir que le 12, ce sera l'anticipé de philosophie. Bien sûr. Alors les élèves de terminale seront évalués sur la philosophie à partir du 12. Donc c'est un plaisir, comme je l'avais dit tout à l'heure, de venir répondre à ton appel et de parler un peu du domaine numéro 1 de la philosophie. Alors, la philosophie, en tout cas le programme sénégalais de philosophie, a plusieurs domaines. Il s'agit du domaine 1, du domaine qui parle de la réflexion philosophique, et du domaine 2 qui parle de la vie sociale, donc du domaine 3 qui parle donc de l'épistémologie et du domaine numéro 4 qui parle donc de l'esthétique, bien sûr, communément appelé art. Donc pour ce qui concerne le domaine numéro 1 de la philosophie, il s'agit de la réflexion philosophique. Il s'agit de la réflexion philosophique. Bien sûr, il s'agit de la réflexion philosophique. Veuillez détailler un peu sur la réflexion philosophique. Merci. Donc la réflexion philosophique, c'est dans le domaine 1 où on comprend l'essence même de la philosophie. Et qui parle de la réflexion philosophique, qui parle de l'activité philosophique elle-même. Et donc, souvent, on essaie donc de comprendre ce que c'est que la philosophie. Vous savez, chaque matière a une identité, chaque matière se définit. Bien sûr. Alors, les élèves ont l'habitude donc de recevoir une définition à chaque fois qu'ils ont en face d'eux une discipline. Alors, vu que la philosophie est une discipline nouvelle, les élèves n'ont pas l'habitude donc de faire un cours de philosophie, et ce n'est qu'en terminale que les élèves au Sénégal, en tout cas, font. D'ailleurs, c'est un peu difficile pour eux. Voilà, donc c'est lié à la matière parce que c'est une discipline donc qui demande une réflexion, une maturité intellectuelle. Voilà pourquoi donc un enfant ne peut pas donc apprendre la philosophie, faire de la philosophie. Bien sûr. Voilà, donc la question, qu'est-ce que c'est que la philosophie? C'est une question qui, je dis souvent, est fondamentalement simple à poser, mais qui, dans la réponse, montre en réalité qu'il y a une réelle difficulté pour donner une réponse exhaustive à l'instar des autres disciplines. Donc, et souvent, quand vous demandez à un élève de C1, qu'est-ce que l'histoire, par exemple, l'élève vous répond en ces termes: l'histoire est une science qui étudie le passé des hommes. Des hommes, bien sûr. Alors, vous voyez donc que l'élève vous donne donc la nature et la fonction de la discipline. Mais quant à la philosophie, ça sont ce qu'on appelle les principes qui sous-tendent une discipline. Alors, ces principes-là ne peuvent pas être appliqués à la philosophie parce que la philosophie n'est pas une science en tant que telle, quand bien même elle fait partie de ces sciences. Mais on dit souvent que la philosophie est la mère des sciences. Bien sûr, elle est la mère des sciences, parce que la science elle-même, elle est née de la philosophie. Mais nous comprendrons que la philosophie en tant que discipline est une science, mais ce n'est pas une science exacte. Quand vous faites l'épistémologie, on vous montre les différents types de sciences. Bien sûr. Il y a les sciences logico-formelles ou sciences hypothético-déductives, mais à côté de ces sciences hypothético-déductives, il y a ce qu'on appelle les sciences de la nature ou sciences expérimentales, qui sont d'ailleurs des sciences exactes. Mais à côté de ces sciences donc expérimentales, il y a ce qu'on appelle les sciences humaines, où font partie donc les sciences telles que l'histoire, la sociologie, la psychologie, la philosophie elle-même. Vous voyez, donc ces sciences-là ne sont pas exactes parce qu'elles ne peuvent pas répondre aux critères donc de l'expérimentabilité.
parce qu'il y a l'idéologie souvent qui empêche ces sciences-là de prouver par une preuve donc, matérielle leur exactitude. Okay. Donc c'est des sciences à la limite un peu subjectives. Vous voyez. Voilà pourquoi elle ne peut pas. La philosophie est subjective. Elle est subjective. Elle fait partie donc de ces sciences humaines. Okay. Donc elle ne répond pas aux critères de la scientificité, aux critères de la science en tant que telle. Donc, mais elle est une discipline rationnelle qui est relative et subjective. Alors, comment peut-on donner maintenant une définition à la philosophie? Qu'est-ce qu'on va donner comme définition? Lors de son premier cours donc, de philosophie, le professeur Gilles Lachelier, un professeur français, ses élèves lui posèrent la question de savoir, monsieur, qu'est-ce que c'est que la philosophie? Il a répondu en ces termes, je ne sais pas. Je ne sais pas, non pas pour dire qu'il ne sait pas absolument rien de la philosophie, mais c'est une manière de leur dire qu'en réalité, c'est dès le départ une entreprise vaine de vouloir donner une définition exhaustive, limiter la philosophie donc à travers une définition, une identité. Et nous allons voir au cours de notre exposé que la philosophie n'est pas définissable. Et il y a énormément donc, de difficultés qui se posent, des obstacles qui se posent et qui sont liés vraiment à son incapacité de s'identifier de façon exhaustive. Donc c'est pourquoi la philosophie, elle est indéfinissable du point de vue des principes, c'est-à-dire sa nature n'est pas une science en tant que telle, mais c'est une discipline subjective, relative, mais en dehors donc de cette nature-là, sa fonction. Alors là où l'histoire a une fonction d'étudier le passé des hommes, la philosophie, elle ne peut pas dire qu'elle a un domaine de type bien précis. Pourquoi? Parce qu'elle s'intéresse à la totalité du savoir ou à l'ensemble des connaissances qu'il est possible de connaître selon les mots d'Aristote. Voilà pourquoi une discipline comme la philosophie qui s'intéresse à tout, des connaissances physiques ou métaphysiques, que ce soit physique ou métaphysique, là, ça intéresse à la philosophie. Donc, elle n'est pas, donc, elle ne s'intéresse pas à un domaine bien précis de la connaissance, elle ne s'intéresse pas à un fragment de la connaissance, mais elle s'intéresse plutôt à la totalité du savoir. Voilà pourquoi elle ne peut pas être limitée par une définition, on ne peut pas tracer des frontières pour lui donner une identité, une définition. Vous pouvez peut-être nous donner une définition aléatoire, je ne sais pas comment le dire. Il y a peut-être des philosophes qui ont essayé de définir un peu la philosophie. Et je donne toujours la métaphore du caméléon quand je veux définir la philosophie. Je dis, la philosophie est comme le caméléon. Elle prend une définition en fonction de l'activité dans laquelle on la met. Mais pour cela, vous savez, les élèves, c'est des néophytes dans la matière, c'est des novices. Alors, ils veulent avoir une définition, comme à l'accoutumée. Bien sûr. Donc, on peut se référer à son étymologie. Comment le mot philosophie a été forgé. Alors, pour rappel, le mot philosophie a été utilisé pour la première fois par quelqu'un qu'on appelle Pythagore de Samos. Pythagore. Mais Pythagore, c'était un mathématicien, n'est-ce pas? C'est un mathématicien, parce que c'est la raison pour laquelle tout à l'heure vous avez dit la philosophie est la mère des sciences. Parce qu'à l'époque, dans l'Antiquité gréco-romaine, la science se devait, donc le philosophe se devait être un scientifique et le scientifique se devait être le philosophe. On ne faisait pas de distinction entre un philosophe et un scientifique. En tout cas, depuis les présocratiques jusqu'au post-socratique. Et les Platon, les Aristote, c'était des scientifiques à la limite, mais aussi ils étaient des philosophes. Parce que la philosophie s'intéressait à tous les domaines donc, de la connaissance. Et donc voilà que, du point de vue de son étymologie, vous avez le mot philosophie, d'ailleurs que je voulais donc rappeler la paternité du mot relié à quelqu'un que nous appelons Pythagore de Samos. Pythagore qui est le premier à utiliser le mot philosophos. Philosophos. Pourquoi? Parce que, vous savez, le plus vieux nom de la philosophie fut la sagesse. Alors, ses disciples, ses concitoyens, ses amis l'appelèrent le savant, le connaisseur, le sage. Mais il ne se sentait pas donc sur ce nom-là. Il dit, moi, en tant qu'être fini, étant dans un environnement infini, comment je peux engendrer en moi l'immensité donc de la connaissance qui est infinie, alors que moi, mon esprit est limité. Comment donc le fini peut engendrer l'infini? Ce serait paradoxal. C'est l'infini qui engendre donc en réalité le fini. Donc lui qui est, son esprit
est fini, borné, donc ne peut pas engendrer, c'est-à-dire ne peut pas savoir tout. Donc seul Dieu peut tout savoir. Donc dans ce cas de figure, il dit je ne peux qu'être un amoureux donc des réalités divines et on dit souvent que nul n'a l'apanage du savoir, quoi. Bien sûr. Et donc quand il dit que je ne peux être qu'un amoureux des réalités divines et terrestres, donc il dit je ne peux être qu'un philosophos. Ça veut dire un amoureux des réalités divines et terrestres. Donc vous voyez que son étymologie philain, qui veut dire amour, ou philia, qui veut dire amour, désir, tension, et sophia ou sophos, qui veut dire en réalité savoir, connaissance, et donc sagesse. Donc étymologiquement, on peut dire que la philosophie serait l'amour de la sagesse, parce que chaque philosophe est un amoureux du savoir. Mais là encore, il faut savoir que les philosophes sont des amoureux du savoir, mais non des gens qui prétendent donc détenir un savoir. C'est des gens qui tendent vers le savoir. Et vous voyez donc que la question de la définition est réglée. Du point de vue des principes, elle est indéfinissable, elle n'est pas définissable. Mais du point de vue de son étymologie, on peut lui donner en tout cas une définition provisoire qui serait véritablement l'amour de la sagesse. Maintenant, la question de l'origine. Qui dit question d'origine, dit comment est née la philosophie et où elle est née. Et donc, où est née la philosophie et comment elle est née, nous avons ici deux origines majeures. Une origine causale ou logique et une origine chronologique ou historique. Alors, au niveau donc de l'origine causale, ce qui a causé fondamentalement la naissance de la philosophie, du point de vue logique, nous dit Platon et Aristote, c'est l'étonnement. L'étonnement. S'étonner. L'homme s'est étonné, quoi. S'étonner, la philosophie n'a pas d'autre origine. Parce que ce qui suit logiquement l'étonnement, c'est l'interrogation. Or, l'interrogation est la voie par excellence qui nous mène vers la philosophie. Il n'y a pas de philosophie sans interrogation. Et quand on s'interroge, on est obligé de réfléchir. On est obligé d'apporter. Il y a la réflexion qui vient, quoi. Oui. Donc, mais l'étonnement ici a une particularité, c'est-à-dire une particularité philosophique. Parce que la nature voudrait qu'à chaque homme, à chaque fois qu'un homme s'étonne, qu'il se pose donc des questions. Qu'est-ce que donc un étonnement? L'étonnement serait un sentiment donc de trouble, d'angoisse, de stupéfaction face à un phénomène inconnu, étrange. Alors, la nature voudrait que face à un phénomène étrange, on s'étonne. Mais quand on s'étonne, on se pose logiquement des questions. Mais l'étonnement philosophique est différent de l'étonnement religieux, l'étonnement mythique, l'étonnement donc scientifique. Et donc vous voyez que quand l'homme, le philosophe s'étonne, ce n'est pas comme l'homme du mythe qui s'étonne. Le mythe, pour rappel, c'est un récit à la limite selon Mircea Eliade, un récit fabuleux qui met en place donc des personnages mythiques pour raconter comment quelque chose est venu à l'existence. Et donc c'est un récit d'une création. On met en place des personnages, des forces surnaturelles, par exemple des djinns, des génies ou bien des dieux pour tenter d'expliquer un phénomène, que ce soit naturel ou surnaturel. Donc tout était expliqué par le mythe, parce que le mythe était la première forme d'explication du réel, avant la philosophie. Et donc, si le mythe serait la première forme d'explication du réel, les gens, à travers leurs étonnements, trouvaient des réponses auprès du mythe, où il y a quelques personnes qui détenaient le secret du mythe. C'est en réalité un récit, c'est une création, c'est le fruit de l'imagination. Maintenant, quand l'homme mythique s'étonne, il se pose naturellement des questions. Mais il cherche la réponse où? Il cherche la réponse dans le mythe. Et c'est là, on va lui dire, les sages vont lui dire, c'est la volonté des génies, c'est la volonté d'un dieu. Parce que dans l'Antiquité gréco-romaine, toute chose a été reliée par un dieu. Et donc, on va lui dire, c'est un djinn, ou bien c'est un génie, ou c'est un mythe. Et donc, son étonnement se termine par une vénération, que les esprits soient loués. Alors, le religieux aussi, quand il s'étonne, il se pose naturellement des questions. Mais l'homme religieux, dans les religions judéo-chrétiennes, c'est-à-dire l'islam, le judaïsme et donc le christianisme, quand le religieux s'étonne, il se pose naturellement des questions. Mais où est-ce qu'il va chercher donc la réponse? C'est dans les
livre révélé, c'est dans les livres saints. Dans les livres saints. Et vous savez, donc, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, Dieu a tout répondu à nos questions. Parce que, selon Marcien Toa, la religion conçoit l'esprit humain comme borné, limité. Donc, n'ayant pas la possibilité de produire ou d'accéder à la connaissance. Voilà pourquoi, pour que nous ayons accès à cette connaissance-là, divine, il faudrait que Dieu, donc, envoie des prophètes pour qu'ils reçoivent donc la révélation afin de nous transmettre le message. Ah, mais ce qui me pose problème un peu, c'est parce qu'il y a certains philosophes qui se demandent si Dieu existait. Est-ce que Dieu existe exactement? Je reviendrai, peut-être si le temps nous permet de parler un peu de la religion. Mais ici, je suis en train de vous montrer comment le religieux donc, se comporte face à l'étonnement. Donc, il cherche la réponse, puisque dans la religion, Dieu a tout répondu, il donne une réponse. Il cherche la réponse, il trouve la réponse dans le Coran ou bien dans la Bible. Et donc, son étonnement se termine par une prière. Alléluia ou Alhamdulillah. Allahu Akbar. Donc, vous voyez, donc, son étonnement se termine par une prière. Mais le scientifique aussi s'étonne. Un homme de science, quand il s'étonne, il se pose naturellement des questions. Mais vous savez, le scientifique, c'est quelqu'un qui agit dans l'objectivité et dans l'universalité donc, de ses dires. C'est différent du philosophe. Du philosophe. Le scientifique, nous disait Bachelard, la science est l'union des travailleurs de la preuve. Donc, c'est pourquoi le scientifique, quand il s'étonne, le biologiste, par exemple, va dans son laboratoire, fait des expériences pour trouver la cause matérielle, empirique, tangible donc de son étonnement. Et quand il trouve donc la preuve, son étonnement se termine par la découverte donc de la preuve. Mais le philosophe, quand il s'étonne, il se pose également des questions. Mais à la différence donc de l'homme mythique, à la différence donc avec le religieux, à la différence avec le scientifique, le philosophe, quand il s'étonne, il se pose naturellement des questions. Mais il pose la question à qui? À la raison. Il cherche une réponse qui est comment? Une réponse rationnelle. Mais est-ce que le philosophe se satisfait de cette réponse rationnelle? Le philosophe ne se satisfait pas de la réponse, mais de la réponse, il peut avoir une nouvelle question. Et de cette nouvelle question, il attend une nouvelle réponse. De cette nouvelle réponse, il attend également une nouvelle question. Ainsi de suite, de façon infinie. On dit, la philosophie, c'est un éternel questionnement. Quoi. Elle est dans l'éternel questionnement. Et donc, c'est pourquoi Karl Jaspers, dans son livre intitulé Introduction générale à la philosophie, il dit, philosophie, c'est quoi? Sinon, c'est être en route. Pourquoi? Parce que les questions en philosophie sont plus essentielles que les réponses et que chaque réponse devient toujours une nouvelle question. Voilà donc ce qui prouve qu'en réalité, quand on s'étonne, on se pose des questions. Et l'interrogation est la voie par excellence qui nous mène à la philosophie. Mais Descartes nous dira que la philosophie serait née du doute également. Parce que quand on cherche un élément indubitable qui prouverait donc que la raison humaine ne peut pas remettre en question cela, donc cela pourrait être l'objet donc de l'origine de la philosophie. Épictète nous dira, la philosophie est née de la conscience inquiète. Ebenezer Ndiomouele, un Camerounais, nous dira que la philosophie est née donc de la conscience angoissée. Mais que ce soit de la conscience angoissée, que ce soit donc de l'inquiétude, que ce soit du doute ou de l'étonnement, ça nous conduit tout droit vers l'interrogation. C'est pourquoi une philosophie sans interrogation n'en est pas une. Alors vous voyez que donc, du point de vue causal, il y a unanimité. Tout le monde, tous les philosophes tombent d'accord du fait que l'étonnement serait l'origine causale de la philosophie. Voilà. Maintenant, pour terminer donc, sur ce chapitre, le domaine 1, parmi tous ces philosophes, est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelqu'un qui a donné, je ne sais pas, une définition assez objective de la philosophie? Qui a proposé une certaine définition. L'une des difficultés majeures liées à la définition de la philosophie, c'est qu'en philosophie, il y a autant de philosophes que de philosophie. Et chaque philosophe incarne une philosophie. Ce n'est pas comme en science où nous avons une seule science qui regroupait les esprits compétents. En philosophie, chaque philosophe a sa propre philosophie. Chaque philosophe croit avoir vu ce que les autres n'ont pas vu. Chaque philosophe croit avoir compris ce que les autres n'ont pas compris. Chaque philosophe pense avoir donc entendu, observé, donc analysé ce que les autres n'ont pas analysé. Voilà pourquoi cette pluralité de systèmes philosophiques fait que nous avons un réel problème quand nous voulons donner une définition à la philosophie. Parce que les gens qui se contredisent, qui sont dans un débat contradictoire,
comment ces gens-là peuvent se rencontrer pour donner une définition univoque à la discipline. Ce n'est pas possible. Une définition universelle. Parce que la philosophie elle-même, elle est relative. Une définition unanime, oui. Elle est relative. Elle est relative, elle est subjective. Elle est subjective, oui. Donc, pour terminer, par rapport à la question donc, de l'identité et donc de l'origine, il y a aussi une origine historique ou chronologique, la terre où est née la philosophie, le lieu où est née la philosophie. Et là, il y a deux donc, deux versions, deux points de vue. Il y a un point de vue africain et un point de vue donc, occidental. Le point de vue africain dit en réalité que c'est cette thèse-là qui a été défendue par le professeur Cheikh Anta Diop, qui dit en réalité que si on se réfère au premier nom de la philosophie qui fut la sagesse, et que l'Égypte pharaonique serait la première civilisation de l'humanité, logiquement, le savoir ou la philosophie serait née en Égypte. Puisque les présocratiques ou les premiers philosophes, ceux-là même qui sont les précurseurs de la philosophie, les Platon et autres, étaient venus même en Égypte pour chercher le savoir. Si Platon donc lui-même va jusqu'à dire que tout ce que les Grecs ont reçu des barbares l'ont passé à la perfection. Et là, je précise que le mot barbare ne signifie pas donc perversion ou quelque chose d'archaïque, mais le mot barbare signifie, en tout cas, dans le jargon donc, de la Grèce antique, ce qui est étranger, ce qui ne fait pas partie donc, de la Grèce. Or, ces Platons-là, ces penseurs grecs-là, la plupart d'entre eux étaient venus en Égypte. Donc, Cheikh Anta dit en réalité que l'Égypte serait donc le lieu où est née la philosophie. Mais si on suit l'évolution linéaire, les moments, donc l'évolution des idées, les moments de transition donc, de l'histoire des idées, jusqu'à ce que nous ayons la philosophie aujourd'hui comme étant une discipline enseignée dans les écoles, ça, je dirais, avec toute responsabilité, que c'est le mérite du génie grec. Pourquoi? Parce que c'est là où nous avons vu donc, le passage du mythe à la raison. Parce qu'on dit que souvent que la philosophie est née du mythe et contre le mythe. Et donc, tout à l'heure, vous m'avez entendu dire que le mythe était la première forme d'explication du réel. Et donc, du moment où le mythe est la première forme d'explication du réel, la philosophie, elle, qui est née entre le 6e et le 5e siècle à Milet, avec des penseurs tels que Anaximandre, Anaximène et Thalès, qui ont changé. Thalès aussi était philosophe. Thalès était... D'ailleurs, Thalès, Anaximandre et Anaximène, qui ont donc coupé le cordon ombilical qui reliait la raison et le mythe, la connaissance et le mythe, ou la philosophie et le mythe. Parce qu'à Ioni, à Milet, est née cette école-là qu'on appelle l'école de Milet. Ces penseurs-là vont vouloir comprendre les choses de façon naturelle, les choses de façon rationnelle. Et ne plus se baser sur le mythe, parce que le mythe ne donnait pas une explication rationnelle. Et donc, les vérités mythiques étaient des vérités apodictiques, c'est-à-dire des vérités absolues, finies, fermées. Donc, le commun des mortels, c'est-à-dire tout le monde n'avait pas accès donc, aux vérités mythiques. Seuls quelques sages. Alors, eux, ils vont se révolter, ils vont désacraliser le mythe, ils vont donc mettre un sacrilège sur le mythe et le mythe va perdre sa crédibilité. Et donc, désormais, tout doit s'expliquer par la raison, uniquement par la raison. Et donc, si tout doit s'expliquer par la raison, et donc, il n'y a plus donc, possibilité pour qu'on puisse se référer donc, au mythe, parce que le mythe, les réponses du mythe ne sont pas satisfaisantes. Alors, est né à Athènes un débat contradictoire. Le discours va prendre une autre forme et le discours contradictoire va être donc la chose du monde la mieux partagée chez les Athéniens d'alors. Et donc ils vont chercher ce qui va préoccuper donc ces penseurs-là, que nous appelons tous les penseurs présocratiques, c'est-à-dire des penseurs avant Socrate. Ces penseurs-là avaient une question, ils cherchaient quelque chose qui pourrait de façon naturelle, expliquer l'origine du monde. Alors, à la question d'où vient l'univers, une question topologique, une question cosmogonique. C'est cette question-là qui intéressait ces penseurs-là, les Pythagore, les Thalès, etc. Alors, certains diront que l'origine du monde, c'est l'eau. D'autres diront que la Terre, le monde vient donc de l'air. Ainsi de suite.
ainsi de suite, de l'apéro, etc. Je sais qu'on a trop de choses à dire donc, sur le domaine 1. Mais bien sûr, on n'en a même pas parlé de l'activité philosophique. Là, nous sommes dans les origines de la philosophie. Un peu la définition. Donc, c'est un programme assez large. Très large. On va essayer donc de faire une pause, de résumer là-bas et peut-être d'entrer dans un autre domaine pour permettre tout simplement aux internautes de comprendre un peu, d'avoir une petite idée donc, sur les anticipés donc, qui les attendent ce 12. Donc, je rappelle, chers internautes, chers téléspectateurs, que vous êtes sur la TMS TV. Donc, vous êtes en train donc, de suivre une émission assez particulière et assez importante avec un invité spécial. Il s'agit de M. Goudiaby qu'on a voulu inviter aujourd'hui pour vous permettre tout simplement d'avoir une petite idée donc, sur la philosophie et pouvoir vous préparer davantage pour les anticipés qui se profilent à l'horizon, qui auront lieu tout simplement ce 12. Donc, on va faire une pause, chers téléspectateurs, et on revient dans quelques minutes pour peut-être attaquer un autre domaine. Chers téléspectateurs, nous continuons dans la deuxième partie de notre émission. Une émission spéciale tout simplement dédiée aux internautes qui sont des élèves de terminale et qui doivent faire les anticipés donc, philosophiques. Nous sommes ici sur le plateau avec M. Goudiaby, un professeur de philosophie. M. Goudiaby, on va parler un peu de la méthodologie de la dissertation et on voit qu'il y a souvent les sujets dialectiques qui sortent et qui posent quelques problèmes aux élèves. Pouvez-vous nous parler un peu des sujets dialectiques et de la méthodologie surtout de la dissertation? Merci beaucoup, M. Samb. Par rapport aux sujets d'ordre dialectique, d'ailleurs, comme tu l'avais dit, c'est des sujets les plus fréquents donc, en philosophie. La dissertation philosophique, elle est différente donc, de la dissertation littéraire. En philosophie, et certainement, on a les mêmes démarches du point de vue donc, de la forme. Ça veut dire qu'il y a une introduction, un développement et une conclusion. Et l'introduction est constituée par combien de parties en philosophie? Je dis souvent en dissertation, l'introduction serait constituée de 4 parties. 4 parties au lieu de 3. 4 parties au lieu de 3. Et je vais m'expliquer. Donc, l'introduction d'un sujet d'ordre dialectique a 4 parties. Lesquelles? Il y a d'abord ce que j'appelle la part d'évidence, ou ce qu'on appelle communément amener le sujet, mais on l'amène comment? On l'amène de façon évidente en philosophie. Et donc, on dit souvent que les élèves ont 3 possibilités d'amener le sujet. Ils peuvent amener le sujet par constat, ils peuvent amener le sujet par citation, ils peuvent amener le sujet par définition ou par conceptualisation. Et donc, ça, c'est la première partie. Après, l'élève doit poser le sujet, c'est-à-dire recopier le sujet en mettant des guillemets. Ensuite, il doit reformuler le sujet pour montrer au correcteur-lecteur qu'il a compris le sujet et il est capable donc de dire le sujet avec d'autres mots. Ensuite, après donc la reformulation, l'élève doit faire sortir le problème philosophique, c'est-à-dire l'enjeu fondamental de la philosophie. Le problème philosophique qui, à mon avis, est la partie la plus importante dans une introduction philosophique. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la problématique ou bien c'est pas la même chose? Là, en philosophie, le problème n'est pas la problématique. Souvent, les gens font la confusion. Mais le problème n'est pas la problématique. C'est le problème qui nous permet de problématiser. Après avoir soulevé, le problème est comme le paradoxe apparent. C'est le paradoxe. Après avoir fait sortir le paradoxe, on va maintenant problématiser. Problématiser en philosophie, c'est-à-dire soulever des interrogations qui pourront donc éclaircir le sujet. Ça veut dire, souvent, dans un sujet d'ordre dialectique, le développement doit avoir 3 parties, excusez-moi. 3 parties. Une thèse, une antithèse et une synthèse. Ça, c'est la logique. Mais souvent, en terminant, ce qu'on voit, les élèves ont des problèmes pour faire la synthèse. Voilà pourquoi l'élève qui se contente de nous faire une bonne thèse et une bonne antithèse, donc on lui concède les points.
Mais vous pouvez un peu peut-être nous expliquer, apporter quelques éclaircissements du moins sur la synthèse pour qu'on puisse comprendre un peu. Je reviens donc sur ça. Mais je voulais terminer donc les quatre parties. Allez-y. Oui. Et donc, après avoir soulevé le problème, on pose la problématique, c'est-à-dire le problème, c'est le paradoxe. Après avoir soulevé ce paradoxe-là, on met en place une problématique. Une question relativement liée à la thèse, une autre question pour nuancer, c'est-à-dire relativement liée à l'antithèse. Maintenant, on peut, si on suit la logique donc de la dissertation dialectique, on va soulever une troisième question relativement liée à la synthèse. Mais comme souvent nous nous limitons en terminale, donc des deux questions, on soulève deux questions et ces questions, cette problématique peut être considérée sous forme de plan. Comprenez? Donc, la première partie, amener le sujet. Donc, on est toujours dans l'introduction. Oui. Amener le sujet. Amener le sujet. Poser le sujet. Poser le sujet, reformuler le sujet. Amener le sujet, poser le sujet, puis le reformuler. Deuxième élément, soulever le problème philosophique, le paradoxe. Troisième élément, quatrième élément, la problématique sous forme de plan. Okay. Parce que ces questions sont posées pour être répondues. Inutile de dire, de soulever les questions et dire encore, dans un premier temps, nous parlerons ceci, dans un second temps, nous parlerons... Non. On soulève des questions et on dit que ces questions feront l'objet de notre développement. Parce que ces questions ont été soulevées pour être répondues, non pas dans l'introduction. Donc cela veut dire que dans le développement, l'élève devra strictement répondre aux questions qu'il a déjà posées dans Mais bien sûr, dans la succession logique, la première question de la problématique fera donc l'objet donc de la thèse. Et donc, la deuxième question fera l'objet de l'antithèse. D'accord. Et souvent, je dis aux élèves, il faut quand même chercher à avoir 4 ou 5 paragraphes dans chaque partie. Parce que les parties doivent être égales. La thèse doit être égale avec l'antithèse. Ou bien, s'il doit avoir quelque chose une partie qui doit être beaucoup plus volumineuse, c'est l'antithèse. C'est la capacité pour l'élève de nuancer. Parce que la thèse, elle est facile. Parce que qui dit dialectique, c'est-à-dire partir des éléments les plus simples pour aboutir aux éléments les plus complexes. C'est pourquoi la thèse, elle est plus facile que l'antithèse. Et l'antithèse est encore beaucoup plus facile que la synthèse. Donc, puisque cette synthèse-là, ce n'est pas une manière de faire seulement le bilan, mais de trouver les points donc, de convergence entre la thèse et l'antithèse. Et souvent, les élèves réduisent donc cela à un simple résumé. Et quand on parle de convergence, on veut parler de quoi? Les points de convergence, tu veux dire quoi? C'est-à-dire le dépassement de la thèse et de l'antithèse. D'accord. Donc la thèse, après la thèse, on a l'antithèse. L'antithèse n'est pas le contraire de la thèse, mais c'est l'objection. C'est le dépassement de la thèse. On partira des limites de la thèse pour parler de l'antithèse. Donc ce n'est pas comme antithèse, on dit oui, on va parler de ceci. Non. Donc, dans l'autre partie, c'est une façon de se contredire. Or, on ne se contredit pas, on partira des limites de la thèse. C'est ce qui constituera notre antithèse. D'accord. Maintenant, troisième partie donc, du travail de l'exercice, c'est la conclusion. Dans la conclusion, l'élève a à faire ce qu'on appelle un bilan général des différentes conclusions partielles qu'il aura à faire au niveau donc, du développement. Et ce bilan général-là se terminera par la réponse personnelle de l'élève par rapport à la question du sujet. Et vous voyez donc que l'élève doit répondre à la question du sujet en s'empêchant de dire « je ». La première personne du singulier est interdite. On n'utilise que la première personne du pluriel. En disant « nous ». Cependant, nous pensons. Toutefois, nous pensons. Vous voyez, c'est le « nous » qui est utilisé. Et non pas le « je ». On interdit à l'élève donc d'utiliser la première personne du singulier. Et maintenant, on dit souvent l'élève a la possibilité de mettre en place une perspective. La perspective, elle est facultative. C'est au choix de l'élève. Il peut faire ça comme il peut ne pas faire. Mais moi, je ne suis pas fan de la perspective. Donc, je laisse donc la perspective. Et pour terminer, au cours donc, de la dissertation du développement, l'élève a la possibilité de donner des citations tout simplement pour étayer ses propos. Mais bien sûr, l'élève a la possibilité de donner des citations. Parce que je dis...
chaque partie doit comporter 4 ou 5 paragraphes. Chaque paragraphe doit être accompagné d'un exemple ou d'une citation. Et les citations, je dis souvent aux élèves, il ne faut pas forcer les citations. Elles doivent venir de façon naturelle. Si vous n'avez pas de citation, vous n'avez pas à forcer une citation ou à inventer une citation. Et par ailleurs, si on doit donner une citation, on est censé maîtriser la citation. Ne pas tergiverser, quoi. Voilà, donc maîtriser la citation et dire exactement ce que la citation a dit, sans omettre de mots, encore moins donc de ponctuation. On met des guillemets pour dire ce que l'auteur a dit en précisant. Et là, je dis souvent aux élèves, il ne faut pas dire à un auteur ce qu'il n'a pas dit. Les propos de Kant, il ne faut pas les prêter à Platon. Les propos de Platon, il ne faut pas les prêter à Aristote. Donc, il faut que l'élève maîtrise le nom donc, de l'auteur donc, de la citation et en ce moment-là, il peut mettre des guillemets. Maintenant, il arrive donc des moments où l'élève se rappelle d'une citation, mais oublie le nom de l'auteur. Et là, je dis, l'élève n'a pas à mettre des guillemets, mais il doit s'approprier de la citation. C'est-à-dire en réfléchissant et en mettant donc les propos comme si c'était ces propos-là lui appartiennent. Voilà, en disant, c'est ainsi que nous pensons, sans mettre de guillemets. L'élève aussi peut se rappeler du nom d'un auteur, mais il oublie donc comment la citation a été formulée. Alors, il doit dire la citation en substance. Dire une citation en substance, c'est-à-dire ne pas mettre de guillemets, mais garder l'idée et dire la citation avec ses mots. C'est exactement quand vous dites ce que l'auteur a dit. Mais quand on met les guillemets, c'est justement pour... Exactement, parce que ce n'est plus toi qui parles, mais c'est autrui qui est en train de parler. D'accord, c'est bon. Donc, on comprend un peu d'une manière générale ce qui est donc la dissertation, la méthodologie. Donc on a parlé un peu de l'introduction, du développement et d'une manière brève de la conclusion. Donc nous terminons tout simplement avec la dernière partie parce que comme actualité oblige, nous voyons un peu l'État qui a tendance à prendre donc des décisions. Je voudrais tout simplement que vous reveniez sur donc l'État et donc sa capacité de faire. Vous pouvez peut-être un peu développer là-dessus. Ok. Je ne vais pas faire un exposé sur l'État, c'est-à-dire un cours sur l'État et la liberté, mais peut-être je vais donc me donner la possibilité de proposer un sujet. Allez-y. Un sujet pouvant toucher l'État et la liberté. Par exemple, en disant, la liberté est-elle la fin de l'État? D'accord. La liberté. Très bon sujet de dissertation. La liberté est-elle la fin de l'État? Alors, qui dit liberté ici et fin, qui sont les mots-clés, liberté, fin et État? Parce que l'élève a à étudier d'abord les concepts clés. Face à un sujet, l'élève doit souligner les mots clés. Et donc, face à ce sujet, vous avez liberté, vous avez le mot fin et vous avez donc État. Liberté, c'est souvent, donc la définition la plus générale, c'est l'absence de toute contrainte. Donc, fin, ici, c'est le mot catalyseur. Parce que, ici, il ne s'agit pas donc de fin comme terminaison, comme abolir l'État, mais fin comme finalité, comme but, comme objectif. Et l'État, c'est l'organisation politique et juridique donc, qui s'occupe de la gestion de la cité, institutionnalisée. Alors, cette organisation institutionnalisée qui s'occupe donc de la gestion de la cité, autrement dit, est-ce que la finalité ou le but de l'État serait la liberté? Une reformulation. Le but ou la finalité de l'État est-elle la liberté? C'est ça la reformulation. Et donc, je dis souvent aux élèves, pour savoir ce que c'est que la thèse, pour connaître la thèse, il faut transformer la phrase interrogative en phrase affirmative. Ça veut dire qu'on élimine l'interrogation et on aura, ici, dans ce sujet-là, on aura la liberté et la fin de l'État. Donc le sujet initial, c'est quoi? La liberté est-elle la fin de l'État?
Et là, nous avons, dans une phrase affirmative, la liberté est la fin de l'État. Dans ce cas, vous voulez dire exactement... C'est comme ça qu'on découvre notre thèse. D'accord. Vous voulez dire exactement là-bas, la fin, ce n'est pas la terminaison, mais c'est-à-dire l'objectif. L'objectif, la finalité. Est-ce que donc l'État... L'utilité de l'État. A pour objectif donc d'avoir la liberté, quoi. Mais bien sûr, c'est ce qu'on va développer dans la thèse. Dans la thèse, on parlera de l'objectif de l'État. Tout État cherche la liberté. Mais non, ce n'est pas une liberté individuelle, mais c'est une liberté générale. Mais comment peut-on avoir la liberté avec certaines contraintes? Ça pose un peu problème. Mais c'est bien sûr, c'est ce qui va être notre nuance. Mais d'abord, on montre que la finalité de l'État, l'objectif de l'État, c'est de chercher la liberté pour ses citoyens. Voilà pourquoi l'État a une armée pour défendre ses concitoyens contre toute éventuelle attaque extérieure, comme intérieure. Voyez donc en cette période de pandémie, l'État se met en place, c'est-à-dire il est dans le devant de la scène pour défendre donc les concitoyens, en nous obligeant à porter les masques, en nous obligeant à nous mettre donc dans un état d'urgence ou en nous confinant. Parce que l'objectif du confinement n'est pas la restriction des libertés, mais c'est pour nous libérer de ce mal commun, de l'ennemi commun invisible qui est. Vous voulez dire que l'État est en train de nous protéger? Oui, mais c'est une protection. C'est le rôle de l'État de protéger les citoyens. Mais est-ce que l'État n'est-il pas en train de nous priver de notre liberté en nous empêchant de sortir? Mais bien sûr, quand on parle donc, il ne peut pas aussi... Il ne peut pas aussi chercher à nous protéger. Que voulez-vous donc dire? Que l'État nous laisse donc à ce que la liberté, comment je vais dire, à ce que donc le virus, qu'on soit prisonnier du virus, vous préférez être prisonnier du virus que d'être prisonnier de l'État. C'est là le problème. C'est ça le problème. Donc, je préfère être prisonnier donc de l'État que d'être prisonnier d'un ennemi invisible. Invisible, oui. Donc, être prisonnier de l'État, c'est une manière de me protéger, parce que l'État me protège en me confinant, pour justement chercher la solution à notre problème à tous. Le jour où l'État va trouver, avec donc les moyens du bord, c'est-à-dire avec ses agents de la santé, donc la solution à tous donc, nos problèmes, c'est-à-dire le problème donc, de ce virus-là, et il aura à nous laisser sortir, faire tout ce qu'on veut. Nos libertés ne seront pas confisquées. Et s'il n'y avait pas donc de cette pandémie-là, on ne serait pas donc confiné. Donc le rôle du confinement n'est pas la privation donc des libertés, mais c'est justement une manière donc de nous protéger. Et c'est pourquoi on nous demande donc de mettre en place donc des lois, mais qui parlent de loi parlent de la contrainte. C'est là où on va nuancer dans le comment. Est-ce que, en cherchant cette liberté générale, est-ce que l'État n'est pas en contrepartie, n'est pas en train de nous de priver les libertés individuelles? On est en train de me signaler que c'est presque la fin de l'émission. Donc, on a 2 minutes pour essayer donc de nuancer un peu. Allez-y, pour 2 minutes. Merci beaucoup. Pour nuancer, donc, dans la deuxième partie, on va parler des libertés individuelles. Donc, ces libertés individuelles sont quoi? C'est moi, je veux sortir à une heure pour aller vaquer à mes besoins, mais je ne peux pas je ne peux pas le faire parce qu'il y a donc le couvre-feu, il y a donc le confinement. J'ai chaud et je veux m'aérer, on m'oblige à porter le masque. Donc ça, c'est une contre. Voilà, donc je disais que en mettant en place des lois et des règles de conduite pour nous protéger donc de la maladie du coronavirus, donc on confisque ou bien on aliène certaines libertés individuelles. Et donc, quand il y a la loi, aujourd'hui, si tu ne portes pas de masque, les forces de l'ordre vont t'arrêter. Ouais. Donc, dans les lieux publics, il faut porter les masques. Donc, il ne faut pas se rassembler. Sortir, aller à la plage. À la plage. Tout cela, ce sont des libertés qui sont aliénées. Et donc, c'est pourquoi seule la violence de l'État est légitime. Et cela nous fait penser à qui? À quelqu'un que nous appelons Nicolas Machiavel, dans son livre intitulé Le Prince, où il parle donc du réalisme politique. Il dit, dans la gestion donc d'un pouvoir étatique, le prince doit jouer le paraître. Il doit être méchant. Il dit, quiconque veut fonder un État doit envisager en amont des hommes forts et méchants, donc toujours prêts à montrer leur méchanceté, toutes les occasions, à chaque fois qu'ils ont
donc une occasion. Ça veut dire quoi? L'État ne doit pas persuader, négocier, mais l'État doit contraindre, doit obliger. Parce que si l'État est faible, nous périssons. S'il est fort, il nous écrase. Donc, seule la violence de l'État qui est légitime. Et donc, l'État ne peut pas chercher la liberté pour tous sans pour autant user de violence. Donc, la violence, elle est légitime pour le bonheur de tous. Parce que si on nous laisse comme ça avec la pandémie du coronavirus, on risque donc de ne pas nous en sortir ou de priver de liberté aussi. Parce que quand il y a la maladie, tu n'es pas libre. Bien sûr. Donc, l'État est en train de nous poser. Donc, pour ne pas que nous ayons donc, la maladie, pour ne pas que nous contaminions donc, les autres. Donc, l'État doit être fort. L'État doit utiliser la violence si elle est nécessaire. Parce que la violence de l'État, elle est justifiée. Il dit, Machiavel, ce n'est pas la violence qui restaure, mais c'est la violence qui ruine qu'il faut mépriser. Ce qui veut dire que le prince ou le gouvernant doit être fort et doit avoir deux caractères. Il doit avoir la force du lion et il doit avoir la ruse du renard. Et donc, ce sont les deux caractères-là qui pourront faire donc respecter l'État. On utilise le bâton et la carotte, quoi. Oui. Quand bien même, donc ces libertés individuelles-là qui sont aliénées, il y a donc au 19e siècle un courant de pensée qu'on appelle l'anarchisme, dirigé par quelqu'un qu'on appelle Bakounine, et qui dit en réalité, il faut abolir l'État, parce que l'État, en réalité, l'État, c'est le lieu où on prive les libertés individuelles. L'État est le tombeau donc, de la liberté. Donc, si l'État est le tombeau de la liberté individuelle, il faut l'abolir. C'est le point de vue de Karl Marx qui dit tout État est une affaire de classe. Et donc, si tout État est une affaire de classe, ça nous fait penser à nos États-là. Quand un président est donc au pouvoir, il ne pense qu'à sa famille, il ne pense qu'à son ethnie. Et donc ça, c'est une réalité. Et donc, tout État est une affaire de classe. Mais donc, dans le pouvoir démocratique, par exemple, dans la démocratie, on nous parle donc du libéralisme. Nous voyons que le libéralisme est un concept parfois ambivalent, dans la mesure où, dans le libéralisme, on a la liberté, donc l'égalité d'échange politique, mais l'égalité donc économique. Et donc qui dit libéralisme économique dit que on a la possibilité d'avoir des moyens de production, c'est-à-dire d'ouvrir son entreprise. Dans le libéralisme, chacun est libre d'ouvrir son entreprise. Maintenant, le plus riche, puisque nous sommes dans une société inégalée, où il y a donc des nobles, des riches et donc des pauvres. Alors le plus riche va mettre en place une entreprise avec de gros moyens. Il ne peut pas concurrencer avec le plus pauvre. Et on nous dit égalité donc d'échange politique. Ce qui veut dire, toi, si tu remplis un certain nombre de critères, tu peux devenir président de la République. Moi, si je remplis un certain nombre de critères, je peux devenir président de la République. Alors, toi, tu es riche. Déjà, il y a inégalité donc des chances au niveau donc de l'économie. Économiquement, tu es plus riche que moi. Alors, cela se traduit généralement en inégalité politique. Parce que tu as plus de sens de te rapprocher du pouvoir que moi qui n'est pas riche. Qui ne suis pas riche. Alors, moi qui n'a pas donc la possibilité d'avoir assez d'argent, donc parce que nous connaissons donc les réalités des campagnes électorales, ça demande beaucoup d'argent. Alors si tu as les moyens, tu peux faire sortir donc beaucoup d'argent, tu donnes des billets de 5 000, de 10 000 par ici. Moi qui n'ai rien, je ne peux pas faire cela. Alors donc voici l'inégalité économique qui se traduit en inégalité sociale dans le libéralisme. Le danger c'est pourquoi Platon donc dans la République nous dit si les peuples ne sont pas préparés à recevoir la démocratie, parce que la démocratie, nous dit Spinoza, est la meilleure forme de pouvoir politique qui se rapproche plus de la liberté et s'éloigne le plus que possible donc de la tyrannie. Mais si les peuples ne sont pas bien préparés, ça pourrait conduire à l'anarchisme, c'est-à-dire que pour lui, il faut que les philosophes soient rois ou que les rois soient philosophes, parce que le philosophe, c'est lui qui a contemplé le bien, donc le bien intelligible, le bien donc immuable, le bien donc qui n'est pas un bien
sensible qu'il considère comme un bien qui est une illusion, qui tente donc de ressembler au bien intelligible. Puisque lui, il pense qu'il y a deux mondes, un monde intelligible et un monde sensible. Et que le bien du monde intelligible est supérieur que le bien du monde sensible. D'accord. Voilà. Alors, donc, on a assez parlé, donc on sait que le temps nous est un peu imparti, donc on ne pourra pas tout détailler tout simplement dans une simple émission. Maintenant, je vais juste vous demander de donner un petit conseil aux élèves qui ont l'intention de faire les anticipés, donc en quelques mots. Donc, votre dernier mot, donc, pour vous donner un conseil donc, aux élèves, aux candidats qui feront tout simplement les anticipés le mercredi prochain. Voilà, ce que je pourrais dire aux élèves, c'est de ne pas y aller avec une idée de ce qui va sortir. Il ne faut pas y aller avec une idée de ce qui va sortir. Donc, s'attendre à tout sujet, quoi. Il faut s'attendre à tout sujet. Vous dire que tout peut sortir. Mais certains élèves sont en train de demander, est-ce qu'il n'y a pas fuite? Quel est le sujet qui peut sortir? Et y aller avec des idées. Si ça ne sort pas, l'idée ou la supposition ne sort pas, souvent l'élève est perturbé. Donc il ne sait plus quoi faire. C'est pourquoi il faut y aller sans savoir, sans se dire que c'est ça qui va sortir, en ignorant tout. C'est en ce moment-là que l'élève va avoir une tranquillité intellectuelle qui lui permettra donc de choisir un sujet en toute responsabilité et de le traiter en toute responsabilité. Selon ses compétences. Quoi. Selon ses compétences. Et je demande aux élèves donc de faire un très bon choix. Il y aura 2 sujets de dissertation et un sujet de commentaire. On leur avait appris donc les 2 méthodologies et ils doivent donc se concentrer sur les méthodologies et les connaissances qu'ils ont donc acquises pour pouvoir faire donc un bon travail. Et donc je dis souvent aux élèves que la réussite donc de l'exercice dépendra du travail sérieux que l'élève va faire au niveau du brouillon. Et quand on réussit souvent l'introduction, on a tendance à réussir le reste, quoi. Oui, l'introduction, ce n'est pas forcément, mais l'introduction, en réalité, c'est la première impression. C'est le premier contact avec le correcteur-lecteur. Celui qui te corrige, c'est ce qu'il va lire en premier. Donc si c'est bon, on peut supposer que le reste est impeccable. Mais ça, ce n'est qu'une partie. Et donc, je demande aux élèves de travailler sérieusement sur les 3 parties, que ce soit l'introduction, le développement et la conclusion. Alors, donc, merci à vous, M. Goudiaby. Donc, je rappelle que vous étiez sur la TMS TV avec un professeur de philosophie qui a un peu détaillé donc, sur donc, le domaine 1 de la philosophie, sur la méthodologie de la dissertation et qui a un peu parlé de l'état et de la liberté, tout simplement pour permettre à nos internautes, à nos téléspectateurs de pouvoir avoir une idée, aux élèves donc, de terminale qui veulent faire l'anticipé d'ici 2 jours, de pouvoir tout simplement avoir une petite idée et comprendre un peu ce qu'ils doivent faire et ce qui les attend. Donc merci à vous surtout et merci de votre fidélité. Merci à vous de même.